Catherine, merci beaucoup d'être présente avec moi aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter là, en amont de la rencontre. Mais aujourd'hui, on est là pour parler du conseil de famille. Ça mange quoi en hiver, finalement? Un conseil de famille. Puis voilà, je suis super heureux que tu puisses être avec nous aujourd'hui là, pour les prochains 30 à 45 minutes c'est ça, pour nous informer finalement sur qu'est-ce que c'est qu'un conseil de famille. Et Catherine, pendant que je prépare mes questions, je te laisse te présenter. Ben oui, merci Jean-Sébastien pour l'invitation, ça me fait plaisir. En fait, je me présente, Catherine S. Bocage, je suis directrice transfert chez Famille en Affaires HEC Montréal. Chez Famille en Affaires, en fait, on accompagne les entreprises familiales pour assurer leur continuité. On le fait de différentes façons avec des programmes, des formations, on développe des outils. Puis on accompagne aussi justement les entreprises familiales à découvrir l'univers du conseil de famille. J'ai moi-même une entreprise familiale. J'ai moi-même expérimenté la mise en place d'un conseil de famille. Donc, je connais les bonnes pratiques, je connais aussi les défis dans le concret. Donc, ça me fait super plaisir d'être avec toi pour jaser de ce forum-là qui est le conseil de famille. Génial. Effectivement, tu as comme une double expertise en plus de l'enseigner puis de le promouvoir, mais tu l'as vécu. Fait que c'est doublement pertinent que tu sois présent. Merci encore. Puis la première question que j'ai envie de lancer comme ça, là, Catherine, c'est de dire, c'est quoi ta propre définition, toi, d'un conseil de famille? Parce que quand on se promène sur Internet, sur Google, pour qu'on tape conseil de famille, ça sort souvent CA, on ne sait pas trop exactement. Puis c'est un peu mélangeant. Tout ça, c'est comme un chapeau particulier qu'on se met dans une entreprise familiale. Fait que j'ai comme le goût de t'entendre sur c'est quoi ta propre définition à toi d'un conseil de famille? Oui. Pour donner la définition de ce que c'est, j'aime toujours revenir à c'est quoi une entreprise familiale. Il y a un modèle quand on étudie les entreprises familiales, puis même quand on fait de l'accompagnement qu'on utilise beaucoup, qui est le modèle des 3 cercles, qui explique clairement qu'une entreprise familiale, au final, c'est la rencontre entre une entreprise, une famille qui a des propriétaires. Donc, c'est le cercle de la famille, le cercle de l'entreprise, le cercle de la propriété. Puis pour faire fonctionner tous ces systèmes-là qui, de prime abord, n'ont pas nécessairement des objectifs toujours pareils. Tu sais, on a une entreprise qui est très souvent axée sur la performance, les objectifs, versus on a l'univers de la famille qui est davantage axé sur quasiment l'amour inconditionnel, la bienveillance, le soutien. Puis on a le cercle de la propriété qui est un peu plus aligné aussi avec le cercle de l'entreprise. Mais comment on fait fonctionner ces systèmes-là? C'est là qu'on parle souvent de gouvernance. Parce que pour les faire cohabiter, il faut que chacun soit bien géré, mais il faut quand même qu'ils puissent communiquer entre eux. Donc, souvent, on a l'habitude dans nos entreprises d'avoir des comités de direction. On peut avoir des conseils d'administration qui font le pont entre nos entreprises, nos propriétaires. Puis quand on est une famille d'affaires, il faut s'assurer d'avoir des moments, des forums, des lieux pour pouvoir parler de l'univers de la famille. C'est ça, en fait, ma définition d'un conseil de famille, c'est de mettre en place une structure avec différents niveaux de formalité, parce que dépendamment des familles, dépendamment de la complexité, de la taille, de la génération, le concept de conseil de famille peut prendre différentes formes. Mais l'idée, c'est de se créer des moments pour parler de tous les enjeux entourant la famille en s'assurant d'avoir les bonnes personnes autour de la table quand vient le temps d'adresser ces sujets-là. Souvent, on va dire qu'une famille forte va faire une entreprise forte. L'inverse n'est pas nécessairement vrai. Puis le conseil de famille est là pour ça, pour s'assurer que la famille demeure une entité solide à même le système de la famille en affaires. OK, intéressant. Puis je pense que tu as répondu partiellement à la question, mais tu sais, quand on parle, puis on rencontre des entreprises familiales qui sont en affaires, mais qui n'ont pas de conseil de famille, quand on leur propose ou qu'on parle de conseil de famille, ils disent souvent, on a déjà un CA, ça va, tu sais, on est là, puis on se parle. Fait que tu es en mesure de nous parler un peu, de nous montrer la différence entre les deux, peut-être en parlant un peu plus, de quoi on parle dans un CA, mais aussi, tu sais, concrètement, on parle de la famille, dans le conseil de famille, mais comment on en parle finalement? Est-ce que c'est en lien avec l'entreprise, c'est en lien vraiment avec la famille, les projets familiaux, le bien-être de la famille? Fait que je te laisse aller là-dessus. Oui, c'est ça. En fait, la grande différence, tu l'as un peu mentionné, c'est que c'est pas les mêmes sujets quand on est dans un conseil d'administration versus quand on est dans le conseil de famille. Et c'est souvent pas les mêmes personnes autour de la table. Souvent, on se pose la question au niveau des membres de l'un et l'autre. Quand on est dans un conseil d'administration, généralement, c'est des gens qui vont être soit propriétaires, soit ils vont représenter les propriétaires, soit ils vont être membres de l'équipe de direction. Bref, c'est des gens qui sont dans l'univers de l'entreprise ou autour de cet univers-là. On peut avoir des externes, c'est certain, mais
on parle business, on parle affaires. Notre conseil de famille, notre directeur général, notre directeur des opérations, qui n'est pas membre de la famille, généralement, il n'est pas dans le conseil de famille. Clairement. Mais ça se peut qu'il y ait aussi un membre de la famille qui ne travaille pas dans l'entreprise qui soit dans le conseil de famille. Fait que c'est des sujets qui sont différents, puis c'est des personnes qui sont différentes. Puis pourquoi c'est important de séparer ces forums-là? C'est parce que c'est pas les mêmes sujets, tu l'as mentionné. Puis il faut s'assurer d'avoir les bons moments pour adresser souvent les bons sujets. Fait qu'en séparant conseil d'administration, comité de gestion versus conseil de famille, c'est là qu'on est capable de vraiment plus facilement venir séparer. OK, bien ça, c'est une affaire familiale, puis on en jase au conseil de famille. Puis je pense pas qu'il y a d'autres personnes autour de la table qui auraient l'intérêt d'être au courant de ce qui se passe à l'intérieur du conseil de famille. C'est un aspect quand même confidentiel dans à la famille, oui, clairement. On touche quand même souvent des sujets qui sont peut-être un petit peu plus émotionnels, un peu plus liés aux affaires familiales que ce qu'on peut traiter dans un conseil d'administration. Oui, clairement. C'est super intéressant. Puis tu dis d'intégrer dans le conseil de famille des membres qui ne sont pas nécessairement impliqués dans l'entreprise. C'est ça qui est un peu touché aussi du conseil de famille. C'est pour ça que je pense que des fois, c'est difficile à comprendre ce que c'est que le conseil de famille parce qu'on a toujours l'impression que c'est lié vraiment à l'entreprise. C'est comme un oui, mais non. C'est lié, mais non, pas tant, pas toujours, puis pas juste lié à l'entreprise, mais aussi à cette famille-là, finalement, qui est dans cette famille entrepreneuriale, finalement. C'est là, des fois, qu'on fait la distinction entre tu as l'entreprise, tu as l'entreprise familiale, mais après ça, tu as la famille en affaires. Il y a d'autres choses que l'entreprise familiale. Puis dans la famille en affaires, il y a généralement une entreprise ou il y a eu par le passé une entreprise. Mais l'entreprise fait partie justement de ce système-là de l'affaire en affaires dans lequel on peut avoir des gens qui ne sont pas dans l'entreprise au quotidien, qui en sont propriétaires ou pas, mais qui ont un intérêt, qui ont un attachement, que ça fait veut pas partie de la réalité. Puis pour faire fonctionner justement les trois systèmes, c'est entreprise, famille, propriété, mais il faut quand même faire circuler de l'information. C'est des systèmes qui ont des objectifs différents, qui quelquefois fonctionnent dans des vases clos, mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait de l'information qui circule, puis ça se fait à travers les forums de gouvernance. Oui. Tu vois-tu à l'occasion que ça se mélange dans les conseils de famille, que ça se met à parler d'opérations, que ça se met à parler justement de stratégie pour l'entreprise? Est-ce que tu ne serais pas vécu, mais dans l'expertise, dans les gens que tu accompagnes, est-ce que tu le vois? Ça, c'est une espèce de mélange des chapeaux, je vais dire comme ça. Là, je me suis fait d'autres expressions. Ben oui, on le voit beaucoup, surtout quand que la majorité des membres de la famille travaillent dans l'entreprise. C'est parce que là, c'est les gens justement qui portent les multiples chapeaux. Puis naturellement, veut pas, souvent ce qui touche à l'entreprise, ce qui touche aux opérations, c'est notre quotidien, c'est ce qu'on vit le plus, puis c'est souvent les sujets les plus faciles. On retombe dans nos vieilles chaussettes là, quand on parle d'enjeux d'entreprise, versus quand on est dans des enjeux familiaux, souvent justement c'est plus délicat, vu que c'est plus d'un fois, je vais dire, peut-être un peu plus abstrait, là, quand on parle, mettons, des aspirations. Confrontant aussi, des fois, peut-être. En effet, plus confrontant, c'est des sujets qu'on est peut-être moins habitué d'aborder. C'est certain que souvent, on va revenir avec des sujets d'entreprise. C'est pour ça que plusieurs entreprises vont choisir de se faire accompagner, avoir un facilitateur externe qui est là pour guider les conversations à l'intérieur du conseil de famille. Ça peut être une bonne façon de commencer aussi de se faire accompagner parce que c'est un apprentissage, c'est une compétence. Fait qu'au début, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un de l'externe qui vient nous guider dans la mise en place puis dans l'animation de nos propres conseils. Il y en a qui vont garder un facilitateur toujours, puis il y en a qui, à un moment donné, vont se dire, OK, non, là, je pense qu'on est capable de s'auto-animer là, en tant que famille. Ça, c'est un choix que plusieurs vont... Oui, ça va dépendre du nombre de gens impliqués puis de la taille de l'entreprise, puis le nombre, tu l'as mentionné, mais le nombre de couches de génération, finalement, qui sont impliquées dans le comité, dans le conseil. Oui, puis le moment, le cycle de vie aussi de la famille puis de l'entreprise. Si on est vraiment dans une période de turbulence, de changement, on entrevoit une transition au sein, par exemple, de l'entreprise, parce que là, on a besoin d'aborder peut-être des sujets un peu plus croustillants. Bien là, peut-être qu'en effet, des fois, ça vaut la peine de se faire accompagner. Intéressant. Selon toi, c'est quoi les principaux avantages, les principaux défis de la mise en place d'un conseil de famille?
c'est super large comme question, puis je te laisse un peu le champ libre à travers ça, mais j'ai eu d'autres questions qui vont venir, mais tu sais, à brûle pour point, c'est ça, avantages et défis, selon toi. Ben, premièrement, c'est la communication. Je dirais que Ouais. c'est le plus gros avantage. C'est pourquoi on crée un forum de communication, c'est pour se parler. Ouais. Puis c'est pour réellement, en fait, se parler. Pas juste se parler en 2 réunions, dans un cadre de poste, le week-end. L'idée, c'est vraiment de se créer des moments où on va se dire, OK, ben, on a des sujets abordés, puis il y a une certaine préparation, généralement qu'on suggère en amont des conseils de famille, comme par exemple, se faire un ordre du jour, fait que tout le monde est au courant des sujets qui vont être abordés, tout le monde peut se faire une tête, peut s'y préparer. Fait que c'est vraiment la communication qui est selon moi, le plus grand avantage. L'apprentissage aussi de la communication, parce qu'on est membre d'une même famille, qu'on sait comment se parler en profondeur, aborder des vrais sujets. Donc, tu sais, on le voit, là, les familles qui ont des conseils de famille depuis plusieurs années ont développé cette habilité-là d'adresser des sujets, de bien communiquer ensemble. Ce qui fait aussi que c'est généralement les entreprises, des familles qui sont fortes, qui ont créé une espèce de colle entre eux, une façon de travailler qui leur permet de justement faire face peut-être à des défis éventuels parce qu'ils ont cette cohésion-là, puis ils ont appris à travailler ensemble. Oui, clairement. Puis, tu sais, clairement que la communication, ben, c'est à double tranchant. Comme tu dis, si elle n'est pas là, ça devient un défi, évidemment, mais ça peut aussi être complexe dans la famille puis dans la relation familiale après si cette communication-là est déficiente, en fait. Fait que ça peut être quand même un petit comme un grand défi, là, je suppose. Oui, c'est ça. Souvent, une de mes prédécesseurs, là, Denise Paris-Julien, je fais une affaire, elle disait, dans les familles, les plus grands conflits viennent des conversations manquantes. Voilà. On a comme mis quelque chose en dessous de la couverte, puis on n'en a pas parlé, puis ben éventuellement, cette chose-là... On se l'arrive jamais. C'est ça. Ou même, on se base sur nos perceptions. On a grandi ensemble, fait qu'on se connaît, fait qu'on pense que c'est ce que l'autre pense, mais finalement, est-ce que cette personne a évolué? Est-ce que je suis allée valider que c'est vraiment ça? Fait que je dirais que c'est le plus gros avantage de la communication. C'est l'avantage duquel il y a plusieurs autres avantages qui viennent. Il y a tout l'aspect de la préservation des valeurs, préservation des traditions, qui fait en sorte qu'il y a un attachement. Tu sais, quand on crée un conseil de famille, tu sais, puis on a des enfants, c'est peut-être plus jeunes, c'est une façon de les sensibiliser aussi à l'entreprise, de créer cet attachement-là qui fait qu'éventuellement, ils vont vouloir perpétuer cette œuvre-là qui est l'entreprise, soit en y travaillant au quotidien, soit en étant propriétaire ou peu importe. On crée cet attachement émotionnel-là à la sphère de l'entreprise. C'est une façon de préserver les valeurs, de préserver les traditions aussi familiales, de partager l'histoire. Donc, il y a vraiment plein de choses qui tombent dans cette sphère-là. Puis, bien, vu qu'on a les conversations, bien, éventuellement, ben, on a tendance à mieux planifier l'avenir. Parce qu'on aborde ça sur une fréquence relativement régulière, fait qu'on a peut-être une meilleure compréhension des aspirations de chacun. On a une meilleure compréhension en tant que relève, par exemple, c'est quoi les règles du jeu si je veux joindre une entreprise. Fait que, bref, dans tout ce qui est planification de la continuité, je dirais que c'est souvent une des très, très bonnes pratiques. En fait, on l'a vu là, dans des recherches, les familles comme les conseils de famille ont tendance à avoir des meilleurs plans de relève. Fait qu'on a un impact direct sur la continuité de l'entreprise. Parce qu'ils sont ouverts à avoir la discussion, sont ouverts d'en parler, de planifier, ça devient moins tabou, le transfert de la pérennité, finalement. C'est un peu ça. C'est beau, là, on s'entend, mais ça reste que c'est un peu je pense que c'est le lien à faire, en fait. Oui, exact. Puis sinon, ben, je dirais que les défis, ben, un des défis, c'est vu que c'est en famille, il y a toute l'informalité qu'il faut quelquefois briser. Fait que, mettre en place certaines règles de fonctionnement. La confidentialité, c'est une règle de fonctionnement super importante. À l'intérieur de conseil de famille, qu'est-ce que je peux partager, qu'est-ce que je peux partager, qu'est-ce que je peux ne pas partager, autant aux autres membres de l'entreprise, aux professionnels qui nous accompagnent, à nos conjointes qui ne sont pas dans le conseil de famille. Bref, c'est de se trouver certaines règles pour essayer de justement pas trop tomber dans nos vieilles pantoufles parce qu'on veut quand même que ce soit un forum qui atteigne des résultats. Qui se passe bien puis qui demeure quand même avec un certain niveau de professionnalité. Comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir différents niveaux de
formalité là, quand on commence. Oui, clairement. Ça dépend de la famille aussi, de l'entreprise, etc., puis des valeurs, entre autres. Mais je pense que c'est un des défis au début de s'assurer de bien faire les choses. Oui, puis ça peut être difficile de mettre des règles de gouvernance dans une famille quand tu as grandi ensemble. Je comprends qu'il y a un aspect entreprise, évidemment, il y a toujours cet aspect-là qui est là et qui est présent, mais de mettre des règles de gouvernance dans une discussion avec la famille, ça peut être complexe à faire. Tu sais, par où on commence, puis concrètement, comment ça se passe, des règles de gouvernance, ben, c'est un peu. Ce mot-là fait peur un peu, je pense, des fois, le mot gouvernance, on le voit gros, on le voit limitatif, en fait, contraignant, je pense, le mot gouvernance, alors que l'objectif, ben, c'est de vous permettre d'aller en profondeur, puis d'aller dans ces discussions-là, puis que ça soit quand même efficace, on s'entend. Je pense qu'il y a un côté d'efficacité qu'il faut garder aussi. Là. C'est pas juste une réunion où on parle du beau temps, puis de la pluie, puis du beau temps, finalement. Là, ça reste que, je pense que le mot, tu as dit, il y a des objectifs à atteindre dans ce comité-là, il faut quand même se diriger vers ça avec ces règles-là. Je trouve ça intéressant. Oui, puis ça peut être le fun, c'est de se donner certains rôles aussi pour faire vivre. Puis des fois, c'est de briser les rôles soit hiérarchiques de l'entreprise ou les rôles naturels dans la famille. Tu sais, que ce ne soit pas le chef d'entreprise qui dirige le conseil de famille. Tu sais, ça peut être intéressant de donner ce rôle-là à quelqu'un d'autre. Oui, clairement. C'est juste des fois de penser à des petites choses comme ça. Ça permet déjà de, sans tomber, comme tu dis, dans des règles hyper formelles, de juste se donner des petits trucs, des petits outils pour faire avancer le conseil. Ben, clairement. Puis, c'est quoi puis je vais juste rebondir sur, te parler des rôles, dans le fond. Ça peut être quoi les 2-3 rôles principaux dans un conseil de famille, justement? Ben, tu sais, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ce qu'on veut, c'est souvent avoir des conseils de famille préparés pour qu'on n'arrive pas au moment convenu puis qu'au final, on se regarde dans le blanc des yeux et on se dit, bon, de quoi on parle aujourd'hui? Généralement, il y a toute la notion de prévoir au minimum un ordre du jour. Fait qu'on peut avoir un responsable d'organiser la réunion, tout soit là. On peut en avoir un animateur de réunion. Si on n'a pas un facilitateur externe, ça prend quand même peut-être quelqu'un autour de la table qui va diriger la conversation. J'ai déjà vu dans des familles qui étaient peut-être un petit peu plus extravertis, avoir un peu peut-être des gardiens de la parole, des gardiens du temps. Fait que il y a comme en fait, c'est vraiment à chaque famille de s'approprier, de se dire qu'est-ce que nous, dans notre famille, on pourrait mettre en place comme rôle. Mais je pense que c'est l'organisateur puis la personne qui va diriger les conversations, je pense que c'est peut-être les 2 rôles principaux. Oui, c'est ça, parce que il peut pas avoir un rôle dans une grande famille, il peut pas nécessairement avoir un rôle pour tous et chacun, mais il y a des attentes de participation, j'imagine, dans les règles de gouvernance qu'on va mettre puis qu'on va mettre en place finalement. Oui, ben généralement, en effet, une des règles, j'ai parlé tantôt de la confidentialité, mais aussi toute l'aspect de la préparation. Parce que si on est là, on est préparé puis on est présent physiquement, mentalement pour avoir justement répondre aux attentes en fait qu'on s'est données en tant que famille. C'est super. Concrètement, c'est comment, quand on est entrepreneur, famille en affaires, etc., puis qu'on se dit, là, on aimerait ça mettre un conseil de famille en place. Tu sais, comment on part ça où? Comment ça fonctionne? Puis concrètement, tu l'as dit d'entrée de jeu, tu l'as vécu, tu le fais vivre aussi, puis tu fais la promotion énorme de ce conseil de famille-là. Comment ça se passe en réalité? Puis par où on commence? Par où qu'on prend ça? Puis par où qu'on finit ça, finalement? Oui, c'est la fameuse question. La grosse question. En fait, je pense que c'est important que chaque famille se fasse une tête sur c'est quoi justement leurs attentes, c'est quoi leur conseil de famille idéal, puis à quoi il sert ce conseil-là. Parce qu'on ne veut pas se rajouter des réunions juste pour se rajouter des réunions. D'accord. Fait que nous, en fait, on a développé un outil chez Père qui s'appelle le Canva du conseil de famille. L'idée, c'est de structurer justement cette réflexion-là. Parce que oui, on peut cogner à la porte d'un professionnel puis dire, OK, je veux un conseil de famille. Mais c'est toujours intéressant dans la famille de s'être juste fait une tête sur, pour nous, qu'est-ce qu'on s'attend de ce forum de gouvernance-là. Fait que c'est vraiment un canevas assez simple. Puis je dirais que les premières questions à se poser, c'est vraiment ce qui se trouve au cœur de votre conseil de famille, c'est premièrement à quoi il sert ce conseil-là. C'est quoi la mission qu'on veut lui donner? La mission peut évoluer et va certainement évoluer à travers le temps, mais au moment où on le démarre, c'est quoi la raison d'être de ce conseil-là? Ce qui va nous permettre après ça de nourrir nos premiers sujets de discussion. Parce que si, par exemple, j'ai donné une mission claire qui était de préserver l'harmonie ou j'ai donné une mission claire qui était de préparer la continuité, mais ça fait émerger des sujets de conversation prioritaires qui
permet de bâtir les premiers ordres du jour, qui fait en sorte qu'on ne part pas d'une page blanche à la première rencontre. Ouais. Fait que ça, c'est les premiers éléments, je pense, à discuter en famille. Par la suite, ben, c'est un peu tout ce qui touche l'expérience qu'on veut vivre à l'intérieur de notre conseil de famille. Tu sais, quel type d'atmosphère on veut avoir, quel type de règles, après ça, je dois mettre en place pour faire vivre cette atmosphère-là. Tu sais, à quelle fréquence on veut se rencontrer, à quel endroit, quelle durée. C'est toutes des questions qu'on peut se poser au début, puis de quelle façon, par la suite, je veux documenter. Parce que, très bon point. Généralement, on va adresser un paquet de sujets. De ces sujets-là, va certainement découler des actions à prendre, des décisions, mais tous ces éléments-là, on veut vouloir les documenter quelque part. C'est quoi un peu notre système documentaire à l'intérieur de notre forum? C'est un sujet qui peut puis qui doit éventuellement être adressé. Puis il y a tout le volet après ça des membres. Qui fait partie de ce conseil-là? Je pense que tu me l'as un peu posé là, tout à l'heure. Chaque famille doit se poser la question, est-ce qu'on est dans une logique de famille très, très nucléaire? Donc, c'est vraiment les membres de la famille de sang. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de conjoints qui sont au conseil de famille. Il y a des familles qui décident d'élargir. Après ça, la nouvelle génération, à partir de quel âge on la fait rentrer dans le conseil de famille? Fait que souvent, ce qu'on dit, c'est que souvent, quand on part, on va commencer avec un certain nombre de membres, mais c'est intéressant de se poser la question, surtout si on a des enfants, si notre nouvelle génération, jeune adulte, va éventuellement, il va avoir des conjoints dans cette époque-là. Est-ce qu'on peut se mettre rapidement des règles? À partir de quand on intègre des nouveaux membres dans notre conseil de famille, avant même d'avoir à personnaliser ces règles-là? Moi, ce que j'aime dire, mettons tout de suite sur papier. Comme ça, on n'attribue pas les règles à des individus, mais plus à des concepts. Très bon point. Fait que ça, c'est justement ce qu'on va évite les billets, en fait, c'est ça aussi. Sont là les règles. Puis on les a mis en amont de connaître la personne qu'on veut intégrer ou l'autre qu'on veut moins intégrer, finalement. Exact. Parce qu'on s'entend que s'il y a un conjoint qui est invité, tous les conjoints sont invités. Exact. C'est ça, exact. Ça devient un petit peu jurisprudence. Oui, clairement, à 100%. Fait que ça, c'est intéressant à réfléchir. Puis après ça, de l'autre côté, est-ce qu'on a justement des rôles qu'on veut mettre en place? C'est quoi les activités qu'on doit enclencher pour pouvoir mettre en place notre conseil de famille? Puis toute la notion après ça, de l'accompagnement. C'est intéressant de se poser la question en tant que famille. Est-ce qu'on se sent outillé pour tout de suite commencer nous-mêmes ou on va aller chercher de l'aide? Puis au moins, si on décide d'aller chercher de l'aide, on va avoir fait quand même une petite partie de la réflexion en amont. Fait qu'on peut approcher des gens qui vont peut-être avoir un profil plus spécifique lié, entre autres, à la mission qu'on veut donner à notre conseil de famille. Parce que en termes de facilitateurs, moi, j'ai vu tous les cas de figure. Là. Moi, j'ai vu des familles se faire accompagner par des psychologues. Leur conseil de famille était animé par des psychologues parce que c'était la mission, c'était plus dans l'émotion, dans la communication, dans des enjeux très, très humains, alors qu'il y en a d'autres qui sont accompagnés par des gens qui sont plus, par exemple, axés dans le transfert d'entreprise, dans des choses qui sont un peu plus... Dans le management vidéo un peu plus, ou un conseil. Exact. C'est super intéressant, vraiment. Puis j'ai une petite question qui m'est venue aussi. Tu sais, on a parlé de la famille nucléaire ou élargie. Qu'est-ce que tu vois qui se passe le plus? Parce que je présume que c'est une question que tous les entrepreneurs ont, tous les familles en affaires ont. C'est un débat, en fait, à avoir à l'interne souvent. Puis il y a peut-être des accords, des désaccords par rapport à ça. Mais qu'est-ce que tu vois le plus sur le marché ou des entreprises que tu as conseillées? Justement, je vais encore utiliser le nucléaire ou élargi. Y a-tu comme une tendance, si on peut dire comme ça là-dedans? Oui, puis aussi avec les configurations des familles de nos jours, on en voit de toutes les formes. Là. J'aime souvent dire, je dis à tout le monde, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est à vous, en tant que famille, à établir vos critères. Par contre, tu me poses la question, qu'est-ce que je vois le plus? Généralement, quand les gens commencent, ils vont plus petits. C'est famille nucléaire de sang. Dans l'optique des familles reconstituées aussi, ça pose des questions. C'est qui qu'on inclut dans ce nucléaire-là, parce que c'est plus complexe. Mais généralement, ce que je vois, c'est qu'on commence plus petit, puis on a la réflexion sur les critères de sélection rapidement. Puis ce que je vois aussi des fois, c'est de se dire que la majorité de nos conseils de famille va être en plus petits clans. Mais il y a peut-être 1 ou 2 conseils de famille dans l'année où là, on va inviter notre clan élargi pour qu'ils se sentent inclus dans le système. Ça, je le vois quand même souvent. Parce que, veux pas,
mon conjoint, l'entreprise familiale, même s'il n'en est pas propriétaire, même si ça ne coule pas dans ses veines, il est quand même un petit peu impacté par ce qui se passe dans l'entreprise. Un petit peu quand même. Les inclure un petit peu, leur transmettre de l'information, ça peut faire l'objet d'une thématique de 1 ou 2 conseils. Ah, ben oui, je comprends. Intéressant. Génial. Dernière question pour toi. Si tu avais un conseil à donner, puis là, je te lance peut-être une balle courbe, mais si tu avais un conseil à donner aux entrepreneurs pour partir, démarrer le conseil de famille, ce serait quoi? Puis on en a parlé tout au long de la rencontre, mais tu sais, par quel bout le prendre, par quel bout commencer, bref, ton conseil. Je commence où? On fait quoi? Bonne question. Je dirais de parler à des gens qui en ont. Oui. Ça peut être des fois un peu banal. Il y a plein d'outils. J'ai parlé du Canva, on fait des formations, il y a plein d'articles sur le web. Mais il n'y a rien de mieux que de parler à une autre famille. Clairement. Puis à une autre famille, puis à une autre famille, puis essayer de voir qui va regarder dans tous ces schémas-là. Qu'est-ce que je peux reprendre puis adapter à ma sauce? Aller luncher avec des gens qui ont des conseils de famille, aller prendre un café, poser des questions. Je pense que cet aspect de partage-là peut être une super belle première étape. Surtout si, par exemple, dans la famille, il y en a qui sont un peu réfractaires. Les envoyer prendre des cafés avec des gens qui en ont, ça peut permettre aussi de rendre l'outil un petit peu plus concret. Oui, clairement. Super, c'est un super bon conseil. L'outil que tu m'as parlé du Canva, je pense qu'il est sur votre site web. Je vais mettre le lien évidemment là, dans l'article, puis disponible sur votre site web aussi. J'ai juste envie de te dire merci, Catherine. C'est déjà la fin de notre rencontre, de l'enregistrement, mais je trouve ça super intéressant. Je sais qu'on pourra en parler pendant, je disais un peu la blague en amont, là, avant l'enregistrement, mais qu'on pourra en parler pendant 4 heures. Je le sais que tu es capable, je le sais que j'ai encore plein de questions. Je vais inviter les gens à te contacter aussi. Évidemment, tu es pour moi et pour Transfert 360 la référence en tout ce qui touche le transfert familial, les entreprises familiales. Je vais rediriger les gens vers toi. Je suis super content que tu aies accepté de participer à l'enregistrement, de répondre à mes petites questions. Puis voilà. Donc, n'hésitez pas à contacter Catherine, à discuter avec elle. Puis, si quoi que ce soit, on se reparle, on reste disponible. Super, merci Jean-Sébastien. Salut.